Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis de l'Internet et de la télévision. Pour cette tribune, nous recevons Monsieur le ministre chargé à la décentralisation et du développement local, Monsieur Juste Désiré Mondélé. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Arsène Séverin. Et bienvenue à cette tribune. C'est un plaisir. Alors donc aujourd'hui, je serai avec mon excellent confrère Brony Fortuna Ngolali. Fortuna, bonjour. Bonjour Arsène Séverin. Bonjour. Bonjour Monsieur le ministre. Fortuna Ngolali, bonjour. Et donc ensemble avec vous, Monsieur le ministre, je rappelle, vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Vous êtes chargé de la décentralisation et du développement local. Ça fait beaucoup d'années qu'on parle de la décentralisation dans notre pays et vous êtes arrivé bientôt 2 ans. Vous travaillez sur ces dossiers. Est-ce qu'on peut faire rapidement un petit point en ce qui concerne le processus législatif et juridique aujourd'hui? Est-ce qu'on est au point aujourd'hui, la décentralisation? Alors, je voudrais, avant de commencer, vous remercier pour cette invitation qui arrive à la fin de l'année. Fin de l'année, c'est période de bilan. Fin de l'année, c'est aussi période qui nous permet de se projeter pour l'année à venir, donc pour l'année 2025 en l'occurrence. Alors, ab initio, je pourrais dire concernant la décentralisation que c'est un ancien processus. Le Congo, la politique de décentralisation est clairement indiquée dans la Constitution. Celle du 15 octobre 2015 indique clairement sur le fronton de la République que la République du Congo est un État laïque, est un État démocratique, unitaire, indivisible, décentralisé. Bon, la batterie législative a démarré en 2003, mais aujourd'hui, donc les 2 années, nous ont permis de faire 2 choses. La première chose, c'est la responsabilisation des collectivités locales. Vous allez observer, constater que tous les conseils aujourd'hui tiennent leurs assemblées réglementaires, leurs assemblées locales. Et parallèlement, donc le second élément, c'est la libre administration et aujourd'hui, les 2 matières qui ont été transférées, parce que décentralisation rime avec transfert de compétences et de moyens. Aujourd'hui, nous avons 2 matières essentielles, à savoir l'éducation et la santé, qui sont directement pilotées par les collectivités locales, avec des organes prévus par le législateur, qui sont les comités de gestion. Au niveau justement de l'administration territoriale, l'administration locale, on vous reproche, vous, de garder la main quand même, le pouvoir central, de garder la main même sur les matières que vous dites être décentralisées, comme l'éducation par exemple. C'est les enseignants communautaires que vous avez remis au niveau des départements pour qu'ils puissent gérer. Vous posez là la problématique de la fonction publique territoriale. Notre pays, on a 2 types de fonctions publiques. On a la fonction publique d'État et on a la fonction publique territoriale. Mais il s'avère qu'il faut arrimer, il faut ajuster, il faut harmoniser les normes de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État. Puisque il y a, par exemple, l'âge de départ à la retraite, il y a des indices en ce qui concerne les rémunérations des fonctionnaires locaux. Il y a aussi, il faut le dire, simplement la mentalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est encore difficile d'expliquer à un fonctionnaire de l'administration locale qu'il peut avoir meilleure carrière, qu'il peut avoir une très belle carrière au niveau de la fonction publique locale. Est-ce que les gens n'ont pas peur de se retrouver avec une coquille vide, la fonction publique territoriale, qui en fait n'a pas de moyens pour soutenir la carrière d'un fonctionnaire? Alors, la fonction publique territoriale, c'est une fonction publique gérée, administrée, pilotée, en réalité par les animateurs des collectivités locales. Je vais prendre un exemple concret. On va être pratico-pratique. On va prendre l'exemple d'un grand département, le département de Pointe-Noire. Le département de Pointe-Noire, dans sa gestion de sa fonction publique, de ses fonctionnaires, devrait donc évaluer les besoins, voir s'ils ont besoin d'un paysagiste, d'un jardinier, d'un informaticien, s'ils ont besoin tout simplement d'un enseignant, s'ils ont besoin d'un infirmier. Donc, procéderait donc à l'évaluation et ensuite lancerait les concours ou les modalités retenues pour donc les recrutements.
Mais à ce moment-là, la carrière, le suivi, l'évolution est du domaine même de la collectivité. Mais la collectivité est dotée des moyens propres. La collectivité bénéficie des subventions de l'État. Voilà. Monsieur le ministre, moi je reste sur l'évaluation de l'application des textes pardon, et de la législation en fait. Alors, est-ce qu'on peut, d'une manière synthétique, savoir évaluer un peu la mise en œuvre? Tout à l'heure, vous nous parlez du transfert de compétences déjà, de l'éducation. Mais est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui l'application de ces textes? Ben, écoutez, dans l'application de ces textes, oui, on peut évaluer. L'évaluation passe déjà par les modalités de mise en place des conseils locaux. Tous les conseils sont élus. Nous avons deux dimensions de collectivité. On a les communes et les départements, avec deux départements sui generis, Brazzaville et Pointe-Noire. Maintenant, la question, c'est en réalité la responsabilité et comment fonctionnent les collectivités tenant compte des atouts que le législateur a mis en place, à savoir donc la libre administration, les choix en ce qui concerne les politiques économiques locales, les plans de développement locaux et la redevabilité. Toutes les matières aux collectivités, cela se fait progressivement. Sous d'autres cieux, c'est pareil, ça se fait quand même progressivement. plusieurs années, plusieurs dizaines d'années que le gouvernement traîne sur ce dossier. Qu'est-ce qui Non, bloque réellement? non, mais en réalité, peut-être que il faut faire une enquête aussi à votre niveau. Regardez en ce qui concerne l'éducation de base et la santé de base. On est parti quand même de là. Et là, nous sommes en train de nous orienter vers l'entretien routier. Monsieur le ministre, vous parlez de l'efficacité dans la gouvernance au niveau de l'administration locale. Vous savez bien que les animateurs et les agents qui animent donc ces administrations aujourd'hui connaissent d'énormes difficultés, travaillent dans une grande précarité. On parle des longs mois des salaires impayés. C'est une situation que vous avez certainement héritée, mais comment vous comptez est-ce qu'il y a un plan d'appurement quand même de ces longs mois Bon, déjà, c'est pas un héritage, c'est une continuité. L'État étant une continuité. Non, il y a des difficultés réelles, il y a des difficultés énormes. Je ne vous dirai pas qu'il y a quelques années, le gouvernement de la République pouvait, à travers des contrats État-département, doter chaque département de la République d'1 milliard, 1,5 milliard de francs CFA. Donc, ça veut dire que la volonté y est. Le problème, c'est que toutes les économies mondiales sont soumises à ce qu'on appelle la procyclicité des économies. Peut-être qu'on va revenir, monsieur le ministre. Restons dans le cadre. Restons dans le cadre. Est-ce que c'est ces mairies-là, de ces agents-là qui sont... Je réponds à votre question en réalité. Est-ce que c'est pas parce que ces départements, sinon les collectivités locales demeurent encore, dépendent totalement du gouvernement central, que finalement ils se retrouvent dans ces difficultés? Non, en réalité, je vous parlais des plans, des contrats État-département. Nous avons eu dans notre pays, peut-être que on l'oublie très vite, on a eu ces subventions, ces plans État-département entre 2002 et 2007, voire 2008. Mais ça devait se poursuivre. Imaginez-vous que chaque département avait son propre plan, bénéficiait d'une subvention de l'État au-delà d'autres subventions de 1,5 milliard de francs CFA pour faire son projet de forage, son projet d'électrification, son marché forain, son marché domanial et ainsi de suite. Jusqu'où va votre responsabilité en tant que gouvernement dans la validation des plans de développement local? Alors, le gouvernement ne valide pas les plans de développement local. Ce sont les conseils, les conseils élus. Oui. C'est la responsabilité des conseils élus. Nous, simplement, en tant que gouvernement, on essaie d'appuyer, de donner des instruments nécessaires aux collectivités pour que ces collectivités soient dotées des plans. Vous avez aussi à la tête d'une grande initiative, Brazzaville-Bopeto. À un moment donné, on se pose la question, c'était le devoir du ministre de le faire. Pourquoi des collectivités? C'est vrai que vous avez associé les collectivités, même toute la population d'ailleurs. Une très bonne initiative. Nous l'avons suivi sur le terrain le premier samedi du mois à Brazzaville, où vous avez mobilisé toute la République. Est-ce que c'était pas le travail des collectivités locales? On peut pas vouloir d'une chose et son contraire. On peut pas vouloir que les membres du gouvernement demander aux membres du gouvernement de ne pas être des citoyens. Nous sommes avant tout des citoyens.
En réalité, nous partageons les mêmes difficultés au quotidien. Et l'assainissement, c'est quand même le premier critère de l'hygiène pour chasser les maladies. Vous avez vu le Premier ministre chef du gouvernement prendre du matériel aératoire pour nettoyer, pour intervenir dans le cadre de l'assainissement. Et les citoyens ont besoin de participer. Les citoyens ont besoin aussi de voir les responsables Donner de l'exemple. à leur côté, donner de l'exemple et être aussi des exemples. L'objectif, c'est véritablement l'année 2025, Brazzaville, ville propre, Brazzaville, zéro déchet. Est-ce que là-dessus, peut-être pour terminer sur cette question, thème, justement, est-ce que là, vous pouvez peut-être rassurer les Brazzavillois, ou bien est-ce qu'il y a de l'espoir quand même que vous pouvez accompagner la mairie de Brazzaville aujourd'hui pour une nouvelle société de collecte d'ordures début 2025? Oui, ça, je peux vous rassurer que Tout a été déjà fait. nous négocions, nous sommes en discussion au plus haut niveau du gouvernement avec des partenaires, et nous avons retenu un partenaire qui est un partenaire turc et qui va bientôt s'organiser, bientôt commencer. On laissera le temps à ce partenaire de s'équiper, de se doter des outils neufs et modernes, des équipements appropriés. Et oui, Brazzaville, 2025, je vais rassurer les Brazzavillois en disant que nous allons vers l'objectif Brazzaville propre, zéro déchet, Brazzaville verte. Monsieur le ministre, les questions de décentralisation et de développement local, on en parlera parce qu'elles touchent vraiment notre quotidien, les compatriotes qui vivent à l'intérieur, à l'extérieur de Brazzaville, à l'intérieur du pays. Mais malheureusement, il nous manquera le temps de creuser, de tout aborder aujourd'hui. Toutes ces questions. C'est pour ça, nous allons parler des questions économiques à cette émission, en laissant un peu votre département, mais tout est lié. Tout est lié. Aujourd'hui, vous avez commencé à dire que le pays traverse une mauvaise passe économique pour des raisons diverses. Le budget a été adopté presque au forceps il y a quelques jours. Sur la sincérité justement des chiffres, le réalisme de ce budget. Est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire, bien qu'étant membre du gouvernement? Non, mais bon, je suis un peu surpris parce que vous dites presque au forceps. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le budget a suivi son calendrier d'élaboration, ses mécanismes d'élaboration qui commencent, vous le savez, mais je vais vous le rappeler, qui commencent quand même par des conférences budgétaires. On passe par les commissions. Il y a 2 chambres qui interviennent puisque nous avons ce bicaméralisme qui permet à ce qu'il y ait cette double lecture, et les 2 chambres ont voté le budget. Maintenant, sur la sincérité des chiffres, les chiffres sont bien sincères, d'autant plus que nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international, ce qui déjà est un indicateur positif, puisque le Congo a renoué avec les institutions de Bretton Woods. Nous sommes à la 6e revue. On a déjà passé le cap de 5 revues semestrielles. Nous sommes à la 6e. Et il y a beaucoup de pays qui arrivent à 2 revues et à 3 revues et s'arrêtent en bout de chemin. Le Congo est à la 6e revue. Et vous voyez bien, je vais quand même souligner un point important. Oui. Lorsque nous avons signé avec le FMI, le président de la République, le chef de l'État, avait insisté sur un point. Que le programme ne porte pas entrave, que le programme ne porte pas un coup à tout ce qui est acquis sociaux. Malheureusement. À tout ce qui est acquis sociaux. J'insiste là-dessus. Malheureusement. Parce que nous ne sommes pas au premier programme et vraiment, le président de la République a insisté que les acquis sociaux ne soient pas mis à mal. Sur la sincérité des chiffres, nous avons un budget autour de 2550, 2600 milliards de francs CFA, avec 500 milliards de francs CFA d'investissement. C'est un budget équilibré en recettes comme en dépenses. Il n'y a pas un déficit budgétaire qui devait être comblé où il faudrait aller chercher de l'argent à l'extérieur pour combler le déficit. Il se base quand même Équilibré. aussi sur la vente du pétrole, donc avec la fluctuation des cours. Aujourd'hui, d'ailleurs, pendant le vote du budget, on se disait, est-ce qu'on va pas revenir quand même
plus bas, au taux le plus bas. Ouais. Si la guerre à l'Ukraine s'arrêtait, voilà, en est-ce qu'on réalité, pour reviendrait pas au taux renforcer, plus à bas? bon, dans le Non, même sens. Alors, aujourd'hui, il faut le dire, il faut l'accepter, nous avons une économie qui est basée et qui a donc un apport très fort des hydrocarbures et particulièrement du pétrole. Mais pas seulement. Le Congo venait d'envoyer son premier gazier à l'extérieur, en Italie. Donc, même dans le secteur des hydrocarbures, vous voyez bien que il y a une démarche de diversification. Le Congo a un projet de construction d'une nouvelle raffinerie. Donc, même dans ce secteur, il y a une démarche de diversification. Mais c'est pas là-bas qu'on on en vous parle attend, pas, on hein. en Dans parle la pas. diversification, on vous attend un peu plus dans le secteur hors pétrole, hein. Non, mais le PIB, aujourd'hui, hors pétrole, a quand même un apport autour de 3%. C'est très- On très- attend c'est 10% quand même. Ce n'est pas rien. Monsieur On attend le ministre, 10%, hein. ce budget est présenté comme ambitieux, ce budget 2025. Est-il réaliste compte tenu des contraintes économiques actuelles? Ce budget tient compte aussi des paramètres économiques CEMAC, donc des critères de convergence. Je vais peut-être les énumérer. Le solde budgétaire équilibré, la croissance à l'inflation plutôt à 3 points. N'oublions pas que nous avons connu l'année dernière, donc l'année qui vient de s'achever, une croissance à 4,3, 4,5. Ça dépend d'organismes de notation, ça dépend. Bon. Mais le FMI, va bientôt préparer sa 6e revue, le communiqué récent du FMI indique quand même que le Congo, pour 2025, le taux d'inflation serait à 3%. Ce qui est conforme à un critère important de convergence au niveau CEMAC. Les Européens, ils ont le critère de Maastricht. Nous, on a le critère CEMAC. Mais dans le cas de ce critère, il y a aussi, on en a beaucoup parlé, ça fait couler de l'encre, la dette. La dette abyssale, le fameux ratio dette publique, dette PIB qui serait à plus de 100%. Quand bien même, si on prend les États-Unis, on prend le Japon, on prend la France, on prend même Singapour et d'autres pays africains, ce taux va de 150 parfois au-delà. D'accord, Donc, mais est-ce que chez nous c'est soutenable quand alors, même? Est-ce qu'on peut vivre avec une grosse dette? ces réformes produisent aujourd'hui des fruits, puisque ce ratio qui était au-delà de 100, puisque le critère est de 70% CEMAC, nous étions en effet à au-delà de 100. Je ne reviendrai pas sur les aléas, les causes. Bon. Mais aujourd'hui, ce taux a baissé. On est en dessous de 100. Ce n'est pas rien. Et je vais certainement, avant la fin de l'émission, vous remettre ce communiqué du Fonds monétaire international. Vous parlez du budget. Que dit le Fonds monétaire international? La reprise économique du Congo se poursuit à un taux de croissance de 2,6% prévu pour 2024, atténué par un ralentissement dans le secteur pétrolier. La croissance devrait se renforcer dans le moyen terme, soutenue par la résilience des activités dans le secteur hors hydrocarbures, tandis que l'inflation devrait progressivement revenir vers la cible communautaire de 3%. L'excédent du compte courant du pays devrait continuer à diminuer avant de devenir négatif, reflétant en partie la baisse projetée par le prix du pétrole. Donc, Parce que concrètement, je vous partagerai ce communiqué. concrètement, le Congo dans a toujours- la voilà. vie des Congolais, C'est ça, comment on l'impact vit ça? même. Cet Puisque le impact. Congo, c'est pas pour la première fois. On va parler de la vie des Congolais. Les résultats, l'impact même Le président, de ces revues. lors de son adresse au Congrès, a salué la résilience du peuple congolais. La résignation Mais peut-être que la l'homme résilience, politique a pas de la résilience. du peuple. C'est très important, cette résilience. Il faut souligner cela. Un peuple Mais résigné, en mais même pas temps- résilient. En même temps, non, la résilience. Et en même temps, il y a des facteurs aussi importants qu'il faut souligner. Voyez, nous sommes à la fin de l'année. J'aime bien faire cet exercice à la fin de l'année. Je disais que c'était l'année bilancielle, la période bilancielle plutôt, mais les fonctionnaires de l'État, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ont été payés. Oui, d'accord, mais ça relance pas Mais je n'ai la pas- mais consommation si, dans mais la bien sûr. société. Qu'est-ce qui relance Il faut bien que les opérateurs économiques, la dette sociale, l'intérêt soient payés et que l'économie vive. Ne mélangeons pas les critères, s'il vous plaît.
C'est-à-dire que Allez-y, monsieur le ministre. pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait avant tout consommation. Celui qui vous parle connaît modestement les notions économiques. Je vous en prie, monsieur le Donc, ministre. il faut bien, pour relancer la croissance, qu'il faut consommer. Pour consommer, il faut avoir de la ressource. Or, le plus grand employeur de la République, C'est l'État. c'est l'État. 100 000 à peu près fonctionnaires. C'est l'État. Donc, Sur les 6 millions de Congolais, c'est l'État. Ça veut dire que pendant 12 mois, pour maintenir la consommation, le niveau de consommation, il eût fallu d'abord que cette catégorie soit rémunérée. Et je pense qu'on devrait saluer cela. On ne veut pas comme ça dire ah oui mais les fonctionnaires, ça c'est déjà la première catégorie. On va rentrer dans le privé. Mais parce que les États fonctionnent d'abord avec le secteur privé. Même les emplois, c'est de la responsabilité en réalité du secteur privé. L'État devrait créer le cadre, créer les mécanismes pour que le secteur privé arrive dans sa quête de productivité à employer. Mais le secteur privé, aujourd'hui, il y a un secteur hors pétrolier qui se met en place, tout de même. On ne peut pas dire que le secteur, on ne prend que les banques. Aujourd'hui, le Congo a combien de banques? On va prendre les supermarchés. Aujourd'hui, il y a combien de supermarchés au Congo? On va prendre l'industrie pharmaceutique. Il y a combien de pharmacies en République du Congo? On va prendre les marchés domaniaux. Il y a combien de tables dans les marchés? Mais Arsène Sévérin, vous disiez tout à l'heure, monsieur le ministre, que ce secteur privé est totalement fragilisé. La dette de l'État face à ce secteur est tellement... ils attendent d'être Voilà, payés. comme vous avez épinglé aujourd'hui des problèmes structurels, des crises qui ont touché le pays, et ce secteur est totalement touché aussi. Alors, comment peut-on compter sur un tel secteur pour... Alors, vous parlez de la dette publique, de la dette de l'État. C'est-à-dire que quand je vous suis, toutes les entreprises privées locales dépendent étroitement de l'État. Donc, c'est des paradigmes aussi économiques qu'il faut qu'on change. C'est-à-dire que, si je reprends votre assertion, les entreprises privées seraient totalement en banqueroute, seraient en faillite. Le secteur privé national, aujourd'hui, a une grosse dette. Oui, justement. La dette est une réalité. Ouais. Je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on rentre aussi dans cette dette pour décortiquer, pour regarder en réalité la structure de la dette elle-même. Parce qu'on a connu des périodes des grands travaux, on a connu des périodes de BTP où la croissance BTP était élevée. Est-ce que toutes les entreprises congolaises sont les entreprises de BTP? On va regarder. C'est une réalité. Donc, c'est une réalité. Mais il y a eu des initiatives. Il y a eu l'initiative du club de Brazzaville. Aujourd'hui, dans ce programme avec le Fonds monétaire international, il est aussi prévu, en effet, une attention particulière en ce qui concerne la dette intérieure. Et je vais revenir sur la procyclicité des économies. Le Congo est en train de trouver les mesures contracycliques en s'appuyant, d'où aussi le recours au Fonds monétaire international, pour donc arriver à réajuster son économie et qu'au fur et à mesure de payer ses dettes. Est-ce que pour autant, le secteur privé doit être totalement, on va dire, invisible, ne doit pas exister? Non, monsieur le ministre, vous saluez ces efforts du secteur public. Vous saluez les efforts, mais aujourd'hui, ils veulent bien que vous les accompagniez en payant la dette. Puisque l'État, le gouvernement, payant la dette. Le secteur privé pour les fameux 100 000 emplois. La question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est en ce qui concerne simplement la monitorisation. Vous voyez, bon, les statistiques. Les statistiques. Il faut qu'on arrive, et ça, c'est un peu notre faiblesse, il faut qu'on corrige, mais qu'on arrive, comme le fait l'INSEE, que aussi nos structures, chaque année, ou chaque mois, ou chaque trimestre, nous indiquent le niveau de chômage.
Est-ce qu'il a baissé? Est-ce qu'il a augmenté? C'est une faiblesse que nous devons corriger. Nous savons de toute façon que le taux de chômage reste très élevé. Très élevé. Et il faut bien des efforts à ce niveau-là. Sur ce point, la jeunesse. Sur ce point, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a des initiatives quand même? Absolument. D'où les initiatives d'industrialisation de notre économie, de diversification de notre économie. Je vous parlais, j'avais commencé ça fait malheureusement. 10 ans que ça ressemble à un slogan. Mais pas du tout. Je vous ai pris le secteur des hydrocarbures. Que nous ne sommes pas restés que dans le schéma exploration, vente, distribution. Aujourd'hui, nous entrons dans le club fermé des pays aussi qui exploitent avec la SNPC. Pas seulement avec la société Eni qui a investi près de 5 milliards de dollars dans le projet gazier. Le premier butanier, le premier gazier est sorti des eaux maritimes congolaises et a déjà été livré. Et ça va augmenter crescendo. Maintenant, je vais vous prendre le secteur. La simple main-d'œuvre de Yoro ou de Kangambandi. C'est le secteur pointu. Laissez-moi évoluer. On a le secteur du bois, par exemple. Mais avec les réformes, toutes les réformes qui sont prises, il y a la transformation locale qui est aussi mise en avant. Cela va aussi booster l'emploi. On a les zones économiques spéciales. On a les zones économiques spéciales. Le président s'est même plaint il comprend pas pourquoi ces zones économiques spéciales. Il comprend pas pourquoi ça ne marche pas au Congo. Ça va prendre, ça va marcher. Il y a eu ces zones économiques spéciales. Près de 4 ministres qui sont passés à la tête de ce ministère. Les niches d'emploi. Pour vous montrer qu'il y a des niches d'emploi. Les niches d'emploi, c'est aussi les zones économiques spéciales. Mais les niches d'emploi, vous en parliez si bien et j'espère qu'on va poursuivre la discussion très passionnée et passionnante en ce qui concerne les collectivités locales. C'est la fonction publique territoriale. Et je pense que c'est pas une fatalité en soi. Monsieur le ministre, on a comme l'impression, peut-être oui, cette impression, mais j'aimerais avoir votre réaction à propos. On a comme deux Congos, le Congo du gouvernement qui se félicite du rapport du FMI, de la 3e revue, et un autre Congo où on constate que le taux de chômage est toujours élevé, que le CHU, les hôpitaux ne fonctionnent pas, et même une partie de l'école, puisqu'il y a eu plusieurs grèves d'ailleurs. On a aussi l'université Meriem Gouabi. C'est vrai que pendant que nous tournons cette émission, la grève a été élevée, mais on est dans ce contexte social. Mais quand on regarde quand le gouvernement se félicite, lui, du rapport du FMI, et sur le terrain, les résultats ne sont pas les mêmes, j'ai envie d'avoir votre réaction à propos. Non, je pense que il faut pas avoir un discours factueux. Non, je pense qu'il faut rester responsable. Il n'y a pas deux Congos, il y a un Congo. Vous parliez de l'université, vous parlez du CHU, des collectivités locales. C'est un contexte économique global. Et parlant de l'université va reprendre bientôt. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui se font. Il y a le dialogue qui est là. Le CHU, bon, le serment tant connu et tant cher qui est le serment d'Hippocrate, si ce serment n'est plus respecté, certainement, ils ont raison. Mais les discussions se font, il y a une reprise. Mais celui qui vous parle aussi est un élu et qui habite un quartier populaire. Donc, connaît le Congo profond et qui travaille, qui est en charge des collectivités locales et qui passe son temps aussi, et vous me suivez, je sais que vous me suivez, au sein de l'Interland, au sein des collectivités locales. On peut pas dire que les gouvernements se félicitent, non. Il faut rassurer. En fait, il faut sortir de la politique de la peur, de la fatalité. Et ce qui fait peur, c'est la pauvreté que le gouvernement n'arrive pas à résoudre jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui fait peur. Vous savez, il y a des États plus pauvres que le Congo. Il y a des États avec des paramètres économiques beaucoup plus avancés qui sont plus pauvres que le Congo. Il y a des États qui ont des paramètres économiques mieux que le Congo, qui chaque année, lorsqu'on suit les chiffres de Lampedusa ou en ce qui concerne la Manche ou au niveau des océans maritimes, de la traversée maritime et dans le désert, vous trouverez pas les Congolais. Donc, je pense que il faut aussi qu'on soit modeste et qu'on informe la population. Qu'est-ce qu'on doit dire à la population? Que le gouvernement a désarmé? Mais alors pas du tout. Qu'est-ce qu'on doit dire à la population? Que le Congo est en faillite? Par les acteurs politiques?
que le Congo est en banqueroute. Que le gouvernement en difficulté, que le gouvernement... Je vais vous répondre. Ouais. Parce que je vous vois venir et un gouvernement démissionnaire, d'ailleurs. Mais pas du tout. Regardez. Allez. Je vais vous faire un brin d'histoire parce que, il faut la mémoire. On parle de faillite. On parle de banqueroute. On parle d'extrême pauvreté. Mais ce Congo, de 93 à 97, a connu quoi? Une année blanche. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire de la République du Congo, on a eu une université fermée pendant une année. Vous êtes ce Congo, s'il vous plaît, vous allez me laisser terminer. Vous allez me laisser terminer. Le Congo est un tout, vous allez me laisser terminer. Parce qu'il y a des acteurs qui ont vécu ces moments. Oui. Peut-être ont participé. Quel est le message que vous voulez nous faire passer à travers ça? Laissez-moi terminer, je vous dirai quel message je vais faire passer. Je vous dis simplement ceci. Devoir de mémoire. De 93 à 97, le Congo, oui, a certainement connu, en ce qui concerne les paramètres économiques, peut-être une faillite, je n'en sais rien, une banqueroute, je ne le dirai pas. Dans un contexte de guerre, de 93 à 97, oui. Le Congo, 93-96 n'est pas en guerre. S'il vous plaît. Certainement, il y a des conflits dans certains quartiers, on circulait difficilement. Voilà. Certains quartiers, on circulait difficilement. Dans un contexte de chaos, pratiquement. Mais alors, c'est vous qui le dites, pas moi. Moi, je dis simplement ceci. Je dis que de 92, je vais même renvoyer le curseur à 92, à 96, le Congo a connu une année blanche. Le Congo a connu, en ce qui concerne parler des fonctionnaires, une année sans solde. Le Congo a connu, en ce qui concerne les pensionnaires, les retraités, des pensions. Se sont retrouvés sans pension. Ça fait une trentaine d'années. Je n'ai pas fini. Derrière nous, une trentaine d'années derrière nous. Vous me laissez terminer. Les défis ne sont plus les mêmes. Je vais répondre à vos questions. Le Congo a connu quoi d'autre? Déflation de la fonction publique. Déflation. C'est-à-dire qu'on a, pour historique, je sais pas si c'est déjà, FMI, si c'est déjà arrivé au Congo, après cette période, mais on a vu le gouvernement de la République être obligé de faire un régime sec et de diminuer le volume de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a eu déflation. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu aussi réduction des salaires. Ça s'est pas arrêté là. Il y a eu gel des recrutements dans la fonction publique. Pas seulement. Il y a eu aussi gel des avancements avec effet financier. Donc, oui, des acteurs de cette période qui confondent la période actuelle. On va pas leur faire le procès aujourd'hui. Mais je ne fais de procès à personne. Vous voyez que je ne cite personne. Je dis simplement en toute responsabilité. En toute responsabilité, je dis que le Congo éternel, le Congo qui est indépendante depuis 64 ans, ce Congo-là a une histoire. Et cette histoire, on peut l'aborder en toute sérénité. Cette histoire est aussi une histoire économique, s'il vous plaît. C'est aussi une histoire économique. Parce que vous parlez de l'Armageddon, quand on vous entend parler là, lorsqu'on a payé, les fonctionnaires pendant 12 mois ont été payés, mais on entend quand même dire, ça fait pas partie du projet. Ça fait pas partie du projet de développement. Payer les fonctionnaires. C'est normal. Ça fait pas partie du projet de développement. Vous savez, je vous entends parler comme j'ai suivi un acteur qui disait qu'on mange pas la paix. Mais non, monsieur le ministre, vous faites qu'on mangeait pas la paix, on ne consommait pas la paix. Bien sûr que ça fait partie du développement. Bien sûr que la paix fait partie du développement. Bien sûr qu'il est important que les fonctionnaires qui travaillent bénéficient des effets d'avancement et de carrière. C'est normal. Bien sûr qu'il faut que les étudiants partent à l'université. Bien sûr qu'il faut que les Congolais se soigne. Mais voilà les défis auxquels sont confrontés les gouvernements. Et ce gouvernement apporte les solutions à ces questions-là. Mais je disais que comparaison n'était pas raison. Mais monsieur le ministre, vous nous rappelez la période 93 et 97. Et nous pouvons aussi vous rappeler de 97 à aujourd'hui pour ne pas revenir un peu plus loin. Mais allons-y, posez les questions. On a connu, donc, toute cette période, on parle de paix. Le Congo est stable en termes de paix dans le sens propre, en mêlée financière. On a même eu le purement de toutes les dettes, on va parler dans ce sens-là. Mais quand on regarde que les différents projets de société que les différents gouvernements ont pilotés jusqu'ici n'ont pas été réellement
exécuté même à 50%, puisque quand on regarde le nombre de projets, par exemple la construction des 12 hôpitaux prévus dans les 12 départements, il y a que 2 qui fonctionnent, mais encore là, il faut bien voir. Donc les 10 autres ne fonctionnent pas, après pratiquement 10 ans bientôt. Je vous parlais de l'université Maringouabi, qui depuis plusieurs années est toujours dans les très très mauvaises conditions d'apprentissage, avec autant de dettes. Je n'ai pas envie d'aller au CHU ou dans d'autres hôpitaux. Quelle est la question? Alors, la question, c'est de savoir, je voudrais qu'on soit vous qui concret, avez, la puisque question. vous avez, nous ne sommes pas dans la comparaison. Je prends juste la période. Vous avez connu une période de stabilité, mais vous n'avez pas pu aussi réaliser les projets alors que vous avez tout eu en réalité. Mais je reste aussi un peu surpris par une fois de plus, par vos assertions. Vous dites vous-même que le Congo, parce que c'est pas nous qui avons connu une période de stabilité, c'est le Congo qui connaît une période de stabilité. Oui. Et c'est aussi le même Congo qui a connu un problème d'instabilité entre 93 et 97. c'est vous qui le dites, et je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire une chose. On a le sentiment que la stabilité, la paix, est un élément ex nihilo. Ça vient comme ça. On fait pas d'efforts. Mais je suis content de vous entendre dire que le Congo a connu une longue période de stabilité. On le reconnaît. Ouais. Ah ben très bien. Si vous le reconnaissez, il faut aussi reconnaître que rien ne se fait. Il faut aussi reconnaître l'auteur de cette stabilité, celui qui arrive à apporter cette stabilité. Une fois que vous l'avez reconnu, je reprends à votre question. Ça fait Vous partie dites des missions du chef de l'État. Ah, mais ça fait pas partie des C'est son missions. devoir, d'ailleurs. Mais ça fait, exactement. Mais ça fait pas partie des missions d'un gouvernement non plus de faire en sorte que on ne puisse pas circuler librement dans la capitale, qu'il y ait des quartiers pour y accéder, il faut des mots de passe. C'est notre histoire. Attention. Il faut pas faire le nihilisme. Il faut rappeler ce qu'on a vécu. Je vous répète et je vous rappelle que ce fut un temps. Mais vous dites, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Mais à l'échelle d'un État, vous pensez que c'est lointain? Non. Mais Pour un État ces jeune? propos n'expliquent pas la crise économique dont vous étiez en train d'expliquer. Moi, Est-ce que c'est en aucun cas, je vous ai dit que cet état d'esprit expliquait. C'est loin derrière nous. Il y a les jeunes aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui n'ont pas connu cette période. Voilà. Ceux qui cherchent du travail aujourd'hui. D'où il est important ces brins d'histoire de dire aux jeunes que oui, certains jeunes comme eux se sont retrouvés chez eux, chez des parents, n'ont pas pu aller à l'université Maringouabi. Il faut leur dire qu'un jour l'université était totalement fermée. C'est important aussi. Pour nous dire que les grèves actuelles ne représentent pas vraiment un vrai problème. Non, pas du tout. Ça représente un problème. À la résilience. D'où nous trouvons la solution. D'où nous essayons, nonobstant la conjoncture, de trouver la solution. Parce qu'il est hors de question. Alors, il est hors de question que l'université soit fermée au motif que il faut une année blanche. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'avec le budget actuel, le budget 2025, Arsène le disait, quand on abordait la question sur l'économie, est-ce que ce budget permettra quand même de bien gérer l'université cette année, les hôpitaux? On parlait du réalisme du budget. Je pense que vous avez suivi le budget, vous avez suivi l'adoption du budget. Et le budget, c'est une loi. C'est une loi, on peut consulter le budget. Mais la question, c'est pas tant le budget. La question, c'est est-ce qu'il y a la volonté réelle de régler les problèmes? Oui, bien sûr. Et pour preuve, l'université, vous avez suivi la déclaration des enseignants universitaires eux-mêmes qui vont bientôt reprendre le chemin. Voilà, le chemin de l'université. Minima, très minima. Bon. Mais, un mois sur les 3. Oh, vous savez. On vous a découvert, avec toutes ces situations un peu difficiles, on vous a découvert la qualité du négociateur. Vous êtes pratiquement sur tous les fronts. Mais c'est un mois sur les 3 réclamés. Non, je pense que, merci à vous, mais je suis pas le seul, croyez-moi. C'est-à-dire que peut-être que vous me suivez un peu plus, peut-être que je communique un peu plus, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est tout le gouvernement. C'est la mission du gouvernement. Je vous disais que la mission qui a été prescrite, c'est que les acquis sociaux doivent être préservés. Quand on parle des acquis sociaux, on parle des fonctionnaires, on parle de l'université, on parle donc de l'école, on parle de la santé, donc des hôpitaux, mais on parle aussi des jeunes, de l'emploi des jeunes. On parle de la situation des jeunes. C'est une situation globale. Donc, j'aurais vraiment aimé avoir d'autres questions un peu plus précises de Fortunato Ngolale sur la période faste, la période de paix.
ce qu'on aurait pu faire, est-ce qu'on a Monsieur pu le faire? ministre, on est encore sur l'économie. On est sur Fortuna, l'économie, juste ouais. pour passer de l'économie à la politique, il y a qu'un pas. Il nous reste 5 minutes, on nous signale. Ah, déjà? Ah, Et ça donc, va on va parler justement de la politique, peut-être pour terminer, puisqu'on y est déjà quand on parle de ces périodes de stabilité troubles et tout. ouais. Et peut-être que ça semble revenir avec toutes ces sorties médiatiques ces derniers temps des opposants qui critiquent l'action du gouvernement, qui vous désarment pratiquement. Et puis on voit aussi les retours que vous faites, mais qui ne concordent pas. Est-ce qu'à vrai dire, ces opposants qui vous critiquent, qui parlent d'un État en ruine, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Alors, déjà, ils nous désarment pas. On peut citer un Joseph Kinubi Kiambungu. Oui, d'accord. Vous avez également Mathias Nzon. Est-ce qu'ils vous désarment Bon, pas? déjà, ils nous désarment pas. Je vous dirai pourquoi. Ils nous désarment pas. Et, secondo, vous dire simplement que c'est la vitalité de la démocratie, voulue par le président Denis Sassou Nguesso. C'est la liberté de la démocratie. Mais ça vous choque parfois, hein? Mais pas du tout, ça ne nous choque pas. Ça ne nous choque pas. Ce qui dérange, c'est le populisme. Ce qui dérange, c'est lorsque le discours politique devient un discours d'invective et en réalité, lorsque ce discours emprunte le couloir des caniveaux. Et à titre personnel, j'y vais pas dans les caniveaux. Ça veut dire quoi, monsieur le ministre? J'y vais pas dans les caniveaux, sauf pour l'opération Bopeto. Laissez-moi terminer. Sauf pour l'opération Bopeto, je peux aller dans les caniveaux. Okay. Mais lorsque un acteur politique, je ne le citerai pas, vous l'avez cité, par respect aussi pour l'acteur politique, je ne le citerai pas, dit que le Congo est en faillite. Il vote les lois. Et donc, il constate. Non, mais il dit que le Congo est en faillite. Et je dis que oui, il a certainement pas les mêmes outils d'appréciation parce que cet acteur politique a vécu dans une période à laquelle il fut acteur de ce qui pouvait ressembler à une faillite d'un État. La fameuse période de 93-97. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je vous dis, il suffit pas de dire que de faire un discours populiste, de faire un discours je sais pas. Monsieur le ministre, est-ce que... Pensez que à ce moment-là, bon. Et ils vous attendent quand même au tournant, hein, sur certains secteurs clés, l'eau, l'électricité, voilà. la santé, l'éducation. Est-ce qu'un discours populiste pour vous, c'est de dénoncer ce que dit Arsène Séverin, qu'on n'a pas d'eau Non, il faut qu'on fasse la différence. Que je disais, poser les vrais problèmes. Lorsqu'un acteur politique vient et dit que rien ne fonctionne, l'État est en faillite. Vous savez, rien que pour se déplacer, aller faire son point de presse, il était dans un confort. Dans un confort. D'accord? L'acteur politique de l'opposition a son rôle, c'est en effet de contrer, comme on dit. On s'attaque même à un homme qui est le président Denis Sassou Nguesso, on peut parler de cet homme. Cet homme qui aurait pu... Vous avez été conseiller politique pendant des années. Exactement. Cela nous revient C'est exactement. souvent. Donc, j'ai été très proche collaborateur du chef de l'État, et j'ai pu vous dire que lorsque l'homme du protocole de Brazzaville, donc qui est à l'origine même des indépendances de la Namibie, de la stabilité en Angola, de la fin de l'apartheid, de la libération de Nelson Mandela, rien que pour ça, je prends pas d'autres critères, et je pourrais avancer sur d'autres critères. Si cet homme ne peut pas mériter le respect d'un homme politique ou des acteurs politiques, c'est très inquiétant. Et les mêmes acteurs politiques, vous savez, l'avantage du Congo, c'est qu'on a connu des alternances. Je dis des alternances, pas une alternance. Le Congo a eu 6 chefs d'État. Le Congo a eu des actes fondamentaux. Le dernier acte fondamental, le dernier acte fondamental en termes d'alternance qu'on a eu, ce fut une constituante non élue, conférence nationale, où des Congolais, des acteurs politiques qui par ailleurs étaient au Parti congolais du travail, se sont retrouvés à créer des proto-partis, voilà. On s'est retrouvé avec 100 partis politiques pour un pays qui avait 4 millions d'habitants. La vitalité de la démocratie. La vitalité de la démocratie naissante, ok. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu d'abord une alternance. Il y a eu un changement de régime pendant la conférence nationale.
puisque la conférence nationale a abrogé la Constitution. La conférence nationale a pris un acte fondamental. La conférence nationale a changé même le type de désignation du chef du gouvernement. Et le Premier ministre a été élu par une constituante non élue. Le Premier ministre était chef du gouvernement, commandant-chef des armées. Ça s'appelle alternance irrégulière. En sciences politiques, c'est une alternance irrégulière. Ensuite, il y a une alternance régulière, une belle alternance entre donc le président Pascal Lissouba et le président Denis Sassou Nguesso. Mais le président Denis Sassou Nguesso est rentré chez lui à pied. Mais regardez notre pays. Est-ce qu'il n'est pas bien? Vous n'êtes pas content, vous, de faire votre métier, d'être là dans un cadre approprié et partant de chez vous jusqu'ici, sans avoir l'accord dans le ventre? Ça devrait être, Ça devrait être naturel, mais cela ne fut pas le cas. À une certaine période, ce ne fut pas le cas. On ne devait pas s'en préoccuper, d'ailleurs, même en parler. Ah, mais on devrait, c'est-à-dire que, liberté, mais non, on devrait s'en préoccuper. C'est-à-dire que, si vous pensez que, c'est acquis et que oui, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais c'est une quête quotidienne. Mais regardez, en Europe, en pleine Europe, regardez ce qui se passe. Après la Seconde Guerre mondiale. Regardez ce qui se passe. Mais je ne veux pas citer les pays voisins ou les pays africains. L'acteur politique dont on parle, donc Monsieur Joseph Kiambungu, longtemps a été un peu, on va dire, dans vos draps pendant longtemps. Depuis 2007, il vous accompagne. Il est membre du bureau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est des postes réservés à l'opposition, mais avec un certain poids. Lui, il était seul député quand même, mais il s'est fait élire quand même. C'est parce que à la majorité présidentielle, on l'a choisi. Il y a une question. Le Premier ministre qui a fait passer son budget, passer son budget à l'Assemblée nationale au Parlement. Après, il y a eu une rencontre. Tout le monde a appelé à plus d'unité et plus d'harmonie au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la majorité présidentielle. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des doutes, un peu de désunion, des discordes quand même? Bon, déjà, moi, je pense que je n'ai pas cité d'un acteur, j'en ai pas besoin. Bon, nous avons compris. Je dis simplement et ceux qui nous suivent aussi. Par contre, je vous dis ma disponibilité pour un débat avec quiconque voudrait qu'on parle de la période, qu'on parle de politique, qu'on parle. Je pense que je vous dis déjà ma disponibilité. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la majorité? Non, il n'y a pas de problème. La majorité, elle est compacte. La majorité, c'est un bloc compact. Il y a pas de. Il n'y a pas des gens qui sont dessus au niveau de la majorité? Non, je pense que c'est simplement, non, c'est des rencontres, on va dire ordinaires, qui devaient être régulières aussi, mais avec les agendas qui sont les agendas des uns et des autres, on n'a toujours pas l'opportunité de se retrouver régulièrement. Vous savez, les majorités se retrouvent tout le temps avec leur gouvernement. On a vu le Premier ministre se plaindre quand même en juin, abandonné sur le dossier des terres rwandaises, n'a pas été soutenu par sa majorité, dont il est le chef d'ailleurs. Deux rencontres dans la même période. Non, je pense que le président de la République a toujours insisté pour que tous les acteurs politiques s'expriment librement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui anime donc la majorité au quotidien, la majorité parlementaire, ne peut pas, il s'est jamais plaint en disant qu'il a été lâché par sa majorité. Pour preuve, dit. Non, mais pas du tout, il l'a jamais dit. Mais si lui ne l'a pas dit, le président de la République le dit dans son interview accordée à Jeune Afrique il y a un mois ou 2 mois. Il le dit clairement, il déplore l'attitude de certains parlementaires à l'Assemblée pendant des questions orales. Leur manière de s'attaquer au gouvernement. 2 rencontres dans la même période. Le président de l'Assemblée de la majorité présidentielle, donc Pierre Moussa. On n'a pas la même lecture, alors. Voilà. Reçoit les parlementaires. Et après, c'est le Premier ministre qui reçoit dans la même période. Mais il faut vous habituer. Il n'y a pas anguille sous roche. Est-ce que c'est pas pour résoudre les problèmes? Mais non, mais il n'y a pas anguille sous roche. Il faut vous habituer. Vous devrez d'ailleurs être habitué à des déjeuners parlementaires, à des dîners entre parlementaires et gouvernement. Je vous dis simplement que les agendas, la majorité qui s'attaque au gouvernement, les enjeux, à ciel ouvert, les enjeux de la tâche qui est lourde, nécessite aussi le temps et peut obérer sur les programmes, les agendas des uns et des autres. Non, pas du tout. Et au sein du gouvernement, est-ce qu'il y a pas de guerre entre vous? On parle des clans au sein du gouvernement. Pas des clans idéologiques. Je ne prends pas, vous savez, surtout l'actualité aujourd'hui. Je ne prends pas pour monnaie comptant et ce qui peut être
la spéculation, les mais non, mais le échanges. recadrage, le Premier ministre recadre son ministre de Non, mais- Finances non, mais- sur le non, guichet unique c'est- de vous n'avez paiement. jamais lu Et quelque cela est part. revenu plusieurs Vous fois. n'avez pas lu que plusieurs c'est fois. écrit, Voilà, je sous-signais et recadre, c'est pas ça. Non, je pense que vous faites allusion. il y a eu querelle autour du budget entre, on parlerait donc de la contradiction autour du budget entre le ministre du budget et son collègue des finances, Ah bon? qui se serait pas convenu. On parlerait, qui Ouais. parlerait? Dites-moi concrètement, quel est le point de désaccord entre les membres du gouvernement sur le budget? Mais on parle déjà du guichet unique, puisque Oui. dans le budget, ce n'est pas prévu. La démarche du ministre des Finances, selon la lumière de la note du Premier ministre, ne répondent pas à cette Mais loi. vous avez lu la note du Premier ministre? Bien sûr. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de la note? Qu'est-ce qui est Il écrit? prévoit une réunion Mais interministérielle. bien sûr, ça va être harmonisé tout ça. Après cette C'est pas- cacophonie, après ce Mais il n'y a pas eu désordre. cacophonie. Il a très souvent, il a C'est- souvent la main dure à la tâche pour revenir recadrer chaque fois. Nous lisons Mais les c'est pas, courriers qui fuitent. mais du- c'est pas du pas de cabinet du Premier c'est pas de ministre, recadrage. Est-ce qu'il y a des... Il est précisé qu'il y a un interministériel qui va se retrouver pour harmoniser et réguler tout ça. Non, ce qui est sûr, c'est que il y a une réforme qui est engagée. Il y a une réforme en ce qui concerne le trésor public. Vous avez suivi d'ailleurs. La nomenclature a changé, l'organigramme a changé. Il y a une démarche aussi pour que la caisse, la caisse banque postale. la caisse de consignation devienne aussi effective. La caisse de dépôt et de consignation devienne effective. Et dans le même état d'esprit, c'est dans la même logique. C'est aussi que le trésor public recouvre sa nature même de banque de l'État. Pour le reste, nous nous retrouverons et puis pour harmoniser, pour regarder, On parle pour aussi- mettre tout ça en musique. Vous avez déjà entendu parler des super ministres? On dit qu'il y a des super ministres qui sont intouchables. Bah, je viens de suivre le gouvernement, le tout récent gouvernement Bayrou. On parle des puissants ministres, on parle des... Donc C'est normal. C'est normal. mais moi, je ne parlerai pas de puissants ministres. Je dis simplement, l'opinion, on laisse libre cours à l'opinion. Mais là, à la réalité, c'est que tous les ministres ont la même mission, chacun ayant son champ d'action, mais au-delà de son champ d'action, il y a l'harmonie, la coordination de l'action gouvernementale. Il y a la solidarité gouvernementale, il y a aussi la responsabilité de l'action. Donc, en réalité, bon, si vous considérez que je suis un sous-ministre ou qu'un autre sera un super ministre, mais ça n'engage que vous, avec les arguments que certainement vous avez à présenter dans ce qu'on appelle chez nous le Parlement de la rue. Donc, il n'y a pas de... Monsieur le ministre, nous sommes à un an des élections présidentielles. On a vu déjà le PCT affûter les armes. Aujourd'hui, avec la nomination de 15 commissaires pour réorganiser certainement le parti. Mais au niveau du club de Mlupdepu, avez-vous déjà fait le choix de votre candidat? Ben, écoutez, ça, vous faites bien de parler enfin du club de Mlupdepu. C'était la dernière question qu'on Parti vous avait pour réservée. l'unité et la République, dont je suis le secrétaire général. Le parti du révérend pasteur Wilfried Nguesso, qui va donc avoir 23 ans le 30 janvier 2025, ce n'est pas rien. Ce parti chrétien-démocrate, ce parti qui se veut, mais vraiment ouvert à toutes les sensibilités, mais en mettant en avant l'éthique et vraiment l'intégration de tous les citoyens. Je pense que nous en avons fait l'expérience pendant plus de 2 décennies. Et le Club 2002, Parti pour l'unité de la République, à sa création, avait décidé de faire la politique autrement. C'est pas la politique de l'invective, ce n'est pas la politique spectacle. Pas de meeting, pas de C'est pas la rassemblement et tout, parce que Si, c'est l'impression qu'on a il nous arrive aujourd'hui, de faire des meetings, il nous arrive de faire des rassemblements, on a même fait des, en période électorale. on a même fait des universités, mais on fait pas le show pour le show. Mais à la question qui est votre candidat au présidentiel, le temps arrive bientôt, on va se déterminer, mais dans notre ADN, nous accompagnons l'action politique d'un grand homme d'État, d'un homme exceptionnel, un homme d'exception, ce qui est le président Denis Sassou Nguesso. Donc, salut le candidat du club de Mlupdepu pur. Et, vous voyez, le président de la République, c'est un homme d'action. Je pense que si vous parlez avec lui,
C'est pas ce qui le préoccupe aujourd'hui. Il a dit Ce qui le d'ailleurs. préoccupe aujourd'hui, s'il vous plaît, Ouais. c'est la situation des Congolais. Il a dit. C'est comment s'occuper des Congolais. C'est pas l'élection de 2025. Et croyez-moi, je vais vous dire une chose. À la conférence nationale, on a voulu écarter un homme du jeu politique. Cet homme, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Et on entend, à chaque cycle électoral, des acteurs politiques dire « Je veux être candidat, je veux être candidat ». Mais non, mais Denis Sassou Nguesso, il peut pas être candidat, ça fait 40 ans, il peut pas être candidat. Mais il faut laisser le peuple se prononcer. Par contre, je veux profiter de votre question aussi pour dire une chose. Le cycle électoral n'est pas un cycle légitime de violence. La majorité va vous donner son candidat, parce que le candidat du Club 2002, c'est le candidat de la majorité. Mais pour l'instant, le président Denis Sassou Nguesso est dans l'action. Il va continuer son action sereinement. Et au moment opportun, nous allons nous prononcer. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. C'est moi qui vous remercie. d'être- C'est déjà vous remercier et vous souhaiter à vous, souhaiter aussi aux Congolais et Congolaises qui nous suivent du Congo, de la diaspora, souhaiter en tout cas une bonne et heureuse année 2025. Puisse Dieu Tout-Puissant, en tout cas par son Fils Jésus-Christ, apporter paix et réconfort à toutes les familles, que le Congo éternel demeure en paix. Merci à vous, Fortuna, Ngolali. Merci très cher Arsène Séverin pour ces moments d'échange. Merci, monsieur le ministre, et bonne année à vous et à Merci. votre famille aussi. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette tribune. Je vous rappelle, nous avons reçu monsieur Juste Désiré Mondélé. Il est ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Il est chargé de la décentralisation et du développement local. Avec lui, nous avons fait donc le point et nous avons abordé les questions de la vie nationale. Merci et à la prochaine occasion.